notre première table ronde avec Pierre-Antoine Gouraud, Mario Di Palma, Stéphanie Alassonnière sur la question de la recherche à l'action, les health data et autres. En gros, la question, et on leur a un peu demandé de faire ça pour les nuls, c'est pourquoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et qu'est-ce qu'on pourra faire demain. Donc voilà, Pierre-Antoine, c'est à vous, professeur, si vous voulez bien. Donc voilà, la caméra est là. Parfait, merci beaucoup Anne-Marie. Je crois effectivement ce que vous m'avez demandé, c'est de venir vous partager la réflexion qui a été la nôtre au CHU Nantes, dans le Grand Ouest et sous la houlette du Health Data Hub, pour voir comment est-ce que l'on pouvait peut-être mieux exploiter, mieux prendre soin, si vous me permettez déjà l'expression, de ces données qui sont générées dans nos établissements de santé. Et la réflexion qui a été la nôtre est largement partagée, c'est de réaliser à quel point nos données méritent bien une clinique. Et sous différentes formes en fonction de différents contextes, eh bien, des services, alors chez nous à Nantes c'est un service hospitalier avec tous ses attributs, mais on prend conscience dans les différents établissements de l'importance des données et de ce pourquoi on a besoin d'accompagner l'exploitation et la transformation de ces données. Alors votre clinique de données justement. C'est un nouveau service créé en 2018 au CHU de Nantes, avec l'approbation obtenue auprès de la CNIL pour déployer ce qu'on appelle un entrepôt de données biomédicales. C'est un entrepôt qui permet de donner accès à l'ensemble des données qui sont générées par l'activité de soins. Alors, bien que professeur de médecine, je ne suis pas médecin, je dirige pourtant un service, et ce service, il prend soin des données. Ça veut dire que ces données, elles ont besoin d'être bichonnées, d'être peut-être transformées. En tout cas, c'est un service qui est un médiateur pour pouvoir accéder à l'ensemble de ces données. Et cela est fait de manière extrêmement coordonnée. Alors, grâce à ce service à l'intérieur de l'établissement, entre CHU, dans le réseau des cliniques des données, des centres des données cliniques dans chacun des CHU des établissements du Grand Ouest de la France. On couvre quand même un bassin de population de 11 millions d'habitants. Je les salue puisque je devais siéger à son comité scientifique et éthique à l'heure même où nous parlons. Et puis ça permet aussi de s'intégrer dans l'ambition nationale portée par Stéphanie Combe, le Health Data Hub, avec une capacité à remonter des données, et on porte l'un des tout premiers projets pilotes du Health Data Hub. Alors, on va faire un rapport interactif, évidemment. On voit bien les vigilances et l'extrême précaution, notamment éthique, sur la collecte des données et j'imagine aussi sur leur traitement. Sur la question, c'est un peu pour les nuls comme je suis, qui est à quoi ça sert, pourquoi faire? Alors, ça sert d'abord à faire de la recherche, c'est-à-dire à répondre à des questions que peuvent se poser n'importe quel investigateur à l'intérieur de l'établissement ou bien à l'extérieur, et on accompagne un certain nombre d'entreprises qui veulent avoir accès à des données de vie réelle, c'est-à-dire de la réalité de ce qui se passe dans les services. Mais il y a un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que d'habitude, quand on fait de la recherche, et en particulier dans le domaine biomédical, et ce très bien repéré par Claude Bernard, on construit les données pour lesquelles on va faire de la recherche. C'est-à-dire que ce sont des données qui sont faites pour la recherche. Or ici, on fait, comme on fait dans le Big Data, on fait du recyclage. On récupère des données qui ont été enregistrées pour le patient lui-même, pour son acte de soin, dans le cadre d'un acte de soin, et on va utiliser ces données pour faire de la recherche. C'est un très gros changement. La donnée et son accès préexistent à la question qu'on va lui poser. Alors c'est une question qu'on traitera peut-être dans le domaine de la cancérologie, puisque ce sont des phénomènes qu'on a déjà observés avec la génomique notamment. Mais ici, on a vraiment un saut épistémologique, au sens où il n'y a pas d'intentionnalité de la recherche pour les données qui sont rendues accessibles grâce aux technologies du Big Data. Donc on prend conscience pourtant que ces données peuvent avoir une deuxième vie. Elles peuvent être utilisées, et notre ambition à travers ces services dans les hôpitaux, c'est de faire en sorte que ces données créent une forme de solidarité numérique entre les patients. C'est-à-dire que la donnée qui a été générée à l'origine par chacun d'eux puisse servir à tous.
Et donc c'est le sens de ces organisations et de ces manières de mettre à disposition ces données. Ça, je crois que je peux mettre, c'est un point qu'il faut bien mettre en avant, c'est que ce que vous dites là est très important, c'est que les données de chacun vont ensuite servir à tous, et quelquefois c'est le truc qui n'est pas compris. Alors je vous propose un moyen pour le retenir, vous pouvez parler de solidarité, une solidarité qui passe par le partage des données. Comme ça, on ne l'oubliera pas. Et vous voyez, oui, c'est bravo, merci pour la des formations professionnelles qui est la mienne en tant qu'enseignant. Donc, quand on met, il y a peut-être un élément autour de ces données, c'est que ces données, elles font l'objet de transformation. La première d'entre elles, c'est de rendre ces données non identifiantes ou le moins identifiantes possible. Et donc, on va progressivement retirer toute information. On transforme ces données pour qu'elles soient plus utilisables. Et la valeur d'usage de ces données, elle augmente, elle n'existe pas en tant que telle, elle serait peut-être liée plus aux patients, mais ces données, elles sont aussi créées par des soignants, elles sont enregistrées, sauvegardées, conservées dans leur intégrité, rendues disponibles par les services informatiques, puis transformées par des épidémiologistes, on les appelle certainement aujourd'hui plus des data scientists. Mais la valeur d'usage de ces données, elle résulte d'une succession de transformations et de contributions qui en augmente la valeur d'usage. Ça m'amène à un troisième point qui a été vraiment important dans la réflexion qui a été la nôtre en créant ce service. Quand on attaque le problème, et c'est la question que le directeur du CHU m'avait posée alors que j'arrivais tout juste de San Francisco, il me dit « Ah là, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ordinateur ou qu'est-ce qu'il nous faut comme moyen technique ?» Et en fait, ça c'est probablement un mauvais moyen que d'attaquer ces questions de données sous l'angle de la technique. En fait, la technique est probablement une forme d'affaiblissement de la réflexion autour des données. C'est d'abord un enjeu de gouvernance. Donc, avant qu'on parle de technique, il y a d'abord comment, à l'échelle d'un établissement qui fait, pardonnez-moi, 12 000 salariés, comment est-ce qu'on organise le partage de l'information entre des médecins, des non-médecins, des soignants, des non-soignants, des services, la logistique, etc. Ces données deviennent techniquement accessibles, certes, mais comment on fait pour le faire? Et cette symétrie des attentions auxquelles vous feriez référence, c'est que, effectivement, on doit peut-être le même respect aux patients qu'aux soignants. Et l'un et l'autre, finalement, contribuent à créer de la valeur à travers les données. Et donc, ça a été tout un processus collectif dans l'établissement pour dire, voilà, ces données, on ne devrait pas dire c'est les données du patient, c'est les données qui concernent le patient. Donc, il a des droits vis-à-vis de ces données. Mais elles concernent aussi les soignants, elles concernent l'établissement. Donc comment on organise dans la transparence l'exploitation qui est faite de ces données? Eh bien, c'est en confiant un service avec à sa tête un médecin, un professeur, une équipe qui sont en fait les seuls à être le médiateur à l'accès à ces données et qui sont des experts de la transformation des données. Une fois qu'on a réglé ces questions de gouvernance, c'est pas toujours simple, alors ça l'est peut-être un peu plus à Nantes, parce qu'on est un établissement plus petit, mais la question se pose plus ou moins de la même manière dans tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Il y a une question réglementaire, et comment on organise systématiquement l'information des patients, comment on respecte leurs droits, sans se justifier, à s'opposer à ce que leurs données soient utilisées à des fins de recherche. Donc ça correspond effectivement à quelque chose de très, très important. Et puis seulement alors on peut se poser des questions de quels outils pour stocker les données, quels algorithmes d'intelligence artificielle vont être utilisés pour exploiter ces données, les transformer, identifier les patients. Dans la minute qui me reste, Anne-Marie, vous m'aviez demandé de donner quelques exemples pour qu'on comprenne un peu mieux ce que ces outils, ces entrepôts de données biomédicales changent à l'échelle locale et puis à l'échelle nationale. Ça change notre capacité à rechercher les patients. Eh bien, jusqu'à présent, dans le meilleur des cas, dans le feu du soin, on avait codé une pathologie, un acte. Eh bien, aujourd'hui, avec les outils, en particulier de ce qu'on appelle le traitement automatique du langage naturel, eh bien, on peut lire les 30 millions de documents qui sont mis à disposition dans l'entrepôt de données en quelques millisecondes. On peut rechercher, alors, notre entrepôt concerne 2,7 millions de patients, et si on imprimait les 30 millions de documents sur une feuille A4, on irait de vos bureaux sur l'île Saint-Louis jusqu'à la Défense. En quelques secondes, les algorithmes informatiques vont rechercher des mots.
Ils vont déployer un algorithme, et un exemple que j'aime beaucoup, puisque nos CHU ont des architectures un peu particulières. Au CHU de Nantes, on aura 3 rez-de-chaussée. Bien, en cherchant des patients atteints de rectocolite hémorragique, RCH, eh bien, on écrit un algorithme qui non seulement va identifier les patients qui ont atteint d'une rectocolite hémorragique, ou bien la rectocolite hémorragique est mentionnée dans le texte, mais on va exclure tous les patients qui sont adressés en consultation au RCH, au rez-de-chaussée haut. Eh bien, les algorithmes, ils transforment notre capacité à interagir avec ces données, à repérer les pathologies, à suivre les patients dans le temps, peut-être à suivre les patients entre plusieurs établissements de santé, peut-être dans le cadre de leur suivi à la santé au travail et dans le cadre de traitement de leur pathologie au CHU. Et puis dans le feu de la crise, cette réflexion qui a été la nôtre, elle a été absolument capitale quand la direction générale a demandé à l'équipe de la clinique des données comment est-ce qu'ils pouvaient suivre un petit peu mieux l'évolution de la pandémie Covid dans la région. Et en fait, avec notre équipe, eh bien, on a mis en œuvre les principes qui sont les nôtres pour faire vivre la clinique des données. On a utilisé ce qu'on appelle de la multidata. On a réuni au CHU de Nantes, sous forme individuelle, des données issues de la responsabilité de plusieurs établissements, donc des responsabilités juridiques différentes. SOS Médecins, le CHU de Nantes, le SAMU, les urgences, les laboratoires privés. Et en temps réel, nous suivons, je le fais régulièrement tous les jours sur mon téléphone portable, une succession de séries temporelles que l'on peut ajuster à volonté pour voir comment la pandémie évolue. Et nous utilisons ça, par exemple, pour s'apercevoir dans la première vague qu'il y a un pic extraordinaire de consultations avec des symptômes Covid chez SOS Médecins, 5 jours avant que ces patients débarquent et embolisent les urgences du CHU de Nantes. Merci, l'exemple est vraiment très frappant. Si vous voulez bien, on reviendra après sur la question plus spécifiquement du santé-travail, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.